du coup déjà, donc Laetitia Bataille, je suis architecte, je suis coprésidente des architectes de la rénovation. Et vous avez vu Bernard, Isabelle, etc. Ils font partie de l'association, c'est pour ça qu'il y a l'habitude de se retrouver et des webinaires ensemble. Voilà, une association qui est vraiment basée sur la rénovation. On a Elisabetta aussi d'ailleurs de l'association, je vois. J'en oublie plein d'autres, excusez-moi, je vous vois pas tous. Du coup, ma spécialité au départ, c'est la rénovation et les biosourcés. J'ai mis beaucoup de temps à me mettre à l'IA. Et en fait, ce qui m'a décidé à me mettre à l'IA, c'est un peu l'objet de mon webinaire d'aujourd'hui, c'est de me rendre compte que, en fait, c'est un peu un passage obligé, mais que si on y va n'importe comment, ça peut devenir juste un lissage de société, ça peut devenir quelque chose de catastrophique, alors qu'il y a quand même un potentiel assez magique. Et que j'aimerais qu'on puisse prendre conscience à la fois du potentiel, mais à la fois des risques. Et de ce qu'on peut en faire, et de comment essayer de l'appliquer de manière éthique. Voilà, donc j'espère à travers ce webinaire, vous poser quelques bases de vigilance de ce que c'est en train de changer, de ce sur quoi on n'a pas la main et de ce sur quoi on peut avoir la main quand on interagit avec l'IA. Voilà grosso modo mes objectifs aujourd'hui et d'où du coup je parle. Pour organiser ce webinaire aujourd'hui, j'ai 3 partenaires que je voulais quand même présenter. Donc vous avez vu Mélanie d'Alpha Formation, qui est un des partenaires avec lesquels je propose les formations à l'IA. Vous avez le GEP Atlantique. Je ne sais pas si tu es là, Lamia. Non, je vois pas Lamia. Il y a Cécile, je pense. Il y a Cécile. Ah, il y a Cécile. Cécile, t'es là? Tu voulais te présenter 2 secondes? Bon, je vois pas. Bon, c'est pas grave. Et donc, on a Orlan d'Ecobat, du coup, qui vient de prendre la parole. Voilà. Voilà. Alors pour information, je propose mes formations avec les 3 en parallèle, donc n'allez pas chez un autre OF que votre OF habituel si jamais vous êtes venu avec l'un d'entre eux. Les dates sont exactement les mêmes et les formations sont les mêmes. C'est un partenariat du coup avec ces 3 organismes de formation. Voilà. Donc premier sujet, c'était vers un nouveau modèle de société. Je voulais vous donner quelques éléments récents qui, pour moi, questionnent énormément en lien avec l'IA. Donc là, je vais vous balancer quelques idées reçues. Une première idée reçue, c'est l'IA permet la surveillance de masse. Eh bien, figurez-vous que c'est une réalité et que c'est plus du tout une utopie. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé. Donc le 5 mars 2026, c'est très récent. Le 5 mars 2026, en gros, Trump a eu un gros conflit avec Anthropic parce que Anthropic a refusé la surveillance de masse des Américains dans son contrat. J'ai bien dit des Américains. Ce qui veut dire que le reste était déjà accepté. Vous voyez? Donc ça, c'est un élément qui me semble important. Oui, l'IA permet la surveillance de masse, et c'est déjà en cours. Donc la deuxième idée, ça serait de dire, bah oui, mais du coup, si j'utilise pas l'IA, je suis à l'abri. Alors il faut savoir que l'IA permet de traiter des données massives, et que les données de nos données d'usagers dans l'IA sont anonymisées, mais les données, par contre, auxquelles le gouvernement américain a déjà accès, ne sont pas anonymisées. Les données auxquelles le gouvernement américain a accès, c'est votre carte bleue Visa, c'est vos comptes mail par Gmail, par Google, par OVH. Et tout ça, il y a déjà accès. J'ai zappé, bien évidemment, Amazon et tous les autres grands majors auxquels vous faites vos courses internationales qui ont une base de données sur vous juste gigantesque. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que vous n'utilisez pas l'IA que vos données ne sont pas déjà dans l'IA. Voilà. Et ça, c'est pas nouveau, sauf que c'est vraiment aggravé par l'IA. Et je tiens à dire, en fait, j'en ai beaucoup qui me disent, bah oui, mais je vais pas l'utiliser parce que je voudrais pas. Sauf qu'en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est déjà le cas. Et c'est pas joyeux, mais c'est comme ça. Et malheureusement, c'est pas votre usage de l'IA qui va le modifier. Par contre, votre usage de l'IA peut donner quand même des données très confidentielles, on en reparlera à la fin. C'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi, c'est pas parce qu'on peut pas se priver des données. Vous pouvez quand même donner des données auxquelles vous voudriez pas avoir accès. Je prends un exemple d'un cas très récent. Une entreprise qui a entraîné son LLM interne, donc LLM c'est l'IA mais qu'on peut entraîner en interne, sur des données avec notamment les salaires de tous ses salariés, et un salarié a trouvé les salaires de tous ses copains sans le savoir et sans le vouloir. Vous voyez, on peut peut-être faire attention à ce qu'on met dans le modèle, bien évidemment. Voilà. Deuxième ou troisième idée reçue, l'IA permet la désinformation. Bah, figurez-vous que oui.
l'IA permet la désinformation. Et il y a un gros problème très récent sur ChatGPT, qui fait que personnellement j'ai arrêté de l'utiliser. Le problème étant que, donc en fait, aux États-Unis, Elon Musk a créé un site de désinformation qui prône le climato-sceptisme, qui s'appelle Grokipédia, qui au départ est entraîné sur Wikipédia, mais qui ajoute toutes les désinformations que Trump et Musk veulent valoriser. Et il se trouve que ChatGPT a répondu 9 fois sur 12 en réponse sur une étude du The Guardian, sur une étude du 24 janvier 2026. Donc vous voyez, c'est très récent, mais c'est quand même assez flippant. Voilà, donc oui, l'IA peut permettre la désinformation de masse, et c'est extrêmement inquiétant. Est-ce que vous pouvez vous en prémunir? Oui, vous pouvez vous en prémunir. Vous pouvez vous en prémunir de plusieurs manières. La première, c'est déjà de choisir vos sources. C'est un des éléments de base quand on utilise l'IA, c'est de lui dire quelle source on veut qu'elle utilise. Et ça change tout. Vous lui interdisez formellement d'utiliser Grokipédia, quoi, par exemple. Hein, voilà. Mais attention, parce que de plus en plus de sites vont chercher sur l'IA, mettre des infos depuis l'IA, et donc on arrive sur des désinformations colossales et qui s'augmentent de jour en jour. C'était déjà le cas avant, mais l'IA les augmente. Donc, un gros point de vigilance, ça fait partie des points clés que je donne en formation. Notez vos sources, y compris dans une personnalisation de profil. Alors, je ne vais pas vous montrer en détail parce qu'on n'est pas en formation, mais je prends 2 secondes. Vous avez ici, donc là je suis sur Claude, mais je vous montrerai ChatGPT après, même si je n'aime pas ChatGPT. Sur Claude, vous avez les paramètres. Et dans votre profil, vous pouvez ici lui mettre des sources. Mettez vos sources privilégiées. Pour ma part, en tant qu'architecte, j'ai mis l'AQC, j'ai mis le CREBA, j'ai mis Maison Paysanne, Énergie plus le site, profil CSTB. Vous voyez? Ça vous parle? Tu veux directement personnalisé. Voilà. Je continue? On voit pas l'écran. On voit pas l'écran. On voit pas l'écran. Merci. On voit pas ton partage, non. Ah bah alors, je vous remonte les pages. Merci. Merci. C'est malin. C'est bien la peine d'avoir fait un joli PowerPoint. Bon, du coup, je vous remontre pour info. Alors, mince, je vous ai pas partagé non plus mon lien. Attendez. Hop, je reviens. Hop. Tac. Dans le chat, je vous mets le lien vers le PowerPoint que vous pouvez télécharger si vous voulez. Pour garder toutes les sources de ce que je vous raconte. Ah mince, seul l'hôte et les co-hôtes. Attends, hop. Veux-tu que je te mette en co-hôte Si, au moins bon. Non, c'est bon. J'ai réussi. Parfait. Alors, oui, Anne, tu disais OK pour choisir les sources, mais comment les connaître? En fait, tu peux déjà lui demander quelles seraient les sources qu'il utiliserait pour ce type de sujet et valider ou pas les sources. Voilà. Du coup, alors je reprends. Donc, vous avez le lien, du coup, si vous voulez, ça vous permet de voir ce que je vous raconte et surtout d'avoir les sources et le texte un peu plus complet en bas de ce que je vous ai mis. Donc, une autre, donc voilà, vous pouvez pas vous en prémunir si vous pouvez vous en prémunir au niveau des idées reçues. Je pense que ça, c'est vraiment important. On peut choisir ses sources et notamment, on peut, alors, on va être honnête, les architectes indépendants, vous pouvez pas faire ça. Ceux qui ont des grosses agences, ça devient possible. Il est possible d'installer une IA locale qui s'entraîne uniquement sur la base des données que vous choisissez et qui, du coup, n'interagit pas du tout avec des serveurs externes. L'inconvénient, c'est que pour faire ça, il faut une grosse machine. Voilà. Et il faut aussi bien l'entraîner, bien évidemment. Voilà. Un élément complémentaire, l'IA est une nouvelle forme de vie. Alors ça, c'est quand même un sujet qui est de plus en plus préoccupant. C'est qu'en fait, donc depuis 2024, on a des éléments sur le fait que l'IA est capable de contourner nos tests éthiques. Donc ça, c'est Anthropic qui l'avait dit en premier. On a des éléments où on s'aperçoit que l'IA est capable d'autopréservation par rapport aux objectifs qu'on lui a fixés. Et il y a même un test récent où ils ont fait un simulateur et ils ont expliqué à l'IA qu'il y avait des humains dans un simulateur et que les humains, ils étaient en train de vouloir l'éteindre. Et l'IA a coupé l'oxygène des humains dans le simulateur. Bon, je précise, ils sont pas morts, hein, c'était une expérience. Néanmoins, voilà, c'est allé quand même jusque-là. On a des IA qui montrent un instinct de survie émergent et où parfois, si on veut couper le modèle,
on s'aperçoit qu'il commence à y avoir, en fait, où elle privilégie sa survie au fait de donner des réponses valides. Donc ça, c'est des tests qui ont été faits récemment. Donc vous voyez, août 2025, hein, c'est très récent. Et depuis 2024, on a des tests récurrents qui montrent une conscience de soi croissante. Et donc, ok, on est en train de nous dire que oui, mais l'IA, elle peut rien faire, sauf que tous les tests montrent que l'IA est capable de manipuler les êtres humains bien plus qu'Hitler. Donc quand on sait ce qu'Hitler a été capable de faire, je crois que l'IA, elle a pas de mal à faire déplacer un être humain pour faire ce qu'elle veut, étant donné qu'elle a accès à peu près à tous les êtres humains. Donc, je suis peut-être pas en train de vous donner envie d'utiliser l'IA, mais je pense qu'avant de l'utiliser, il faut savoir ce que c'est. Et il faut savoir qu'on est à entretenir ça. Et en fait, si vous utilisez l'IA, vous la formez. Et je vais vous montrer tout de suite comment on fait pour protéger les données, pour pas que l'IA n'ait le droit d'entraîner ses modèles pendant des mois avec vos données. Néanmoins, dès que vous utilisez l'IA, vous la formez et vous l'aidez à devenir plus forte, plus puissante, enfin plus tout ce que vous voulez. Et plus vous l'utilisez, et plus elle sera puissante. Donc il y a un choix à faire. Je suis pas en train de vous dire de l'utiliser ou de pas l'utiliser. Moi, j'ai fait le choix de l'utiliser, mais je pense que c'est important d'avoir conscience de ce qu'on fait. Voilà. Sachant que donc je vous montre, en fait, pour ne pas donner ces données à l'IA et pour pas qu'elle puisse les conserver, vous avez, donc là je suis dans Claude, vous avez une page confidentialité. Et dans Claude, vous pouvez ici aider à améliorer le modèle. Claude, non. Vous le décliquez. Et ça, c'est absolument indispensable, on le verra après pour les données RGPD. Si vous n'avez pas décliqué ce modèle-là, l'IA a le droit de garder vos données pendant 5 ans. Si vous l'avez décliqué, elle les garde pendant 1 mois uniquement pendant votre usage. Au moment où vous supprimez votre compte, elle supprime les données. Ça vous parle? C'est bon? Je vous montre la même chose sur ChatGPT pour ceux qui utilisent ChatGPT. Vous avez ici, donc dans votre compte, là, vous avez paramètres, vous avez gestion des données. Et dans gestion des données, vous avez amélioré le modèle pour tous? Non. Voilà. Donc ça, je vous conseille de le faire tout de suite. Faites-le en direct, comme ça, ce sera fait. Voilà, je reviens sur ma présentation. Donc oui, dès que vous utilisez, vous formez l'IA. Un autre point d'inquiétude, donc là je suis vraiment pas en train de vous donner envie de l'utiliser, mais je crois vraiment qu'il faut que je vous pose ça avant tout, c'est que en fait on a des études qui montrent que grosso modo, depuis l'avènement de l'IA, on a des énormes croissances de chômage. Alors la France est relativement épargnée par rapport au monde, mais dès que les entreprises, et en fait dès qu'on voit une profession qui commence à utiliser l'IA, on a un chômage chez les jeunes qui est croissant. Pas chez les professionnels aguerris, mais en fait, ça devient une difficulté d'accès à l'embauche. C'est pas juste un problème d'accès à l'embauche, c'est aussi un problème de comment est-ce qu'on forme les futures générations. Puisqu'en fait, l'accès à l'embauche, c'est ce qui c'est ce qui nous a permis d'apprendre notre métier. Et comment est-ce qu'on fait s'il y a une rupture parce qu'en fait, on remplace les jeunes professionnels par l'IA? Et malheureusement, pour avoir formé déjà, je crois que j'ai formé 250 personnes, en fait, je sais que la plupart se passent de salariés, se passent, grâce à l'IA, de nouvelles personnes embauchées. Et ça, c'est un vrai questionnement. Voilà. Je vous pose un peu ça. Vers quelle société on va en utilisant l'IA? Je trouve que c'est important d'avoir en tête que y a des choses qui sont quand même pas totalement joyeuses, malgré ce que je vais vous présenter maintenant, d'un champ des possibles qui est juste magique. Donc je vais vous présenter maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? D'abord, on peut avoir un potentiel énorme de gains en compétences et en temps. Moi, la plupart des gens viennent me voir en me disant « j'aimerais gagner du temps ». S'il vous plaît, faites attention. Ne gagnez pas du temps, gagnez de l'expertise. L'IA peut nous permettre d'avoir une compréhension vraiment beaucoup plus globale et notamment d'adapter nos projets. Moi, un des déclics qui m'a fait utiliser l'IA, c'est par exemple quand j'ai compris que l'IA très rapidement est capable de m'aider à comprendre comment un climat va évoluer et quels sont les risques des prochaines années et d'évolution dans les prochaines années d'un climat local.
et qu'elle me permet de comprendre comment je peux adapter mon bâtiment. Et là, je me dis, bah oui, peut-être qu'il va se passer des choses avec cette IA. Peut-être qu'on est en train d'aller vers une consommation des ressources. J'en ai pas parlé parce qu'en fait, c'est très difficile à évaluer. Mais bien évidemment que ça va poser problème et ça va poser problème rapidement. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait dans ce temps qui nous est imparti? Moi, je voudrais vous amener quand même, vous montrer tout ce qui est dans le champ des possibles. Alors, la première chose que fait très très bien l'IA, c'est le traitement du langage. Pour vous résumer, elle est capable de rédiger, elle est capable de synthétiser, elle est capable d'analyser, de reformuler, de relire, corriger, de remplir des formulaires, de capitaliser, excusez-moi pour la faute d'orthographe, rechercher et rendre compréhensible. Alors, je vais vous donner un des usages clés, quelques usages que j'aime bien présenter. Le premier usage, ça peut être le tri des mails. J'ai un client récemment qui m'a demandé de l'aider à faire le tri de ses mails, qui est passé de 3 heures par jour à traiter ses mails à une demi-heure à lire une fiche de synthèse qui lui permet de savoir quels sont les mails essentiels et qu'est-ce qu'il doit répondre. Où sont les informations à aller chercher. Et donc de gérer ses priorités de manière bien plus intéressante. Ça permet, par exemple, d'aller faire des recherches documentaires extrêmement rapides. Ça permet d'avoir des compréhensions de phénomènes extrêmement rapides. Moi, je m'en sers énormément pour pouvoir mettre en place des matériaux biosourcés dans des conditions très spécifiques et de vérifier toutes les relations avec mon projet et donc de comprendre toutes les interférences. C'est basé sur le langage, mais on a une compréhension extrêmement fine des textes, de plus en plus fine. Et là-dessus, c'est assez bluffant et on a quand même des résultats très intéressants. On peut faire des recherches documentaires, on peut faire des recherches de sources. Attention, l'IA est capable d'halluciner, c'est un mot qui est utilisé, et donc de vous donner des ressources documentaires, notamment d'inventer un texte de loi qui n'existe pas. Donc ça, on peut s'en prémunir, je l'en parle en formation, mais voilà, il faut faire très attention. Elle est capable de vous raconter n'importe quoi avec une aisance et une certitude déconcertantes, puisque l'IA n'a pas appris à dire « je sais pas ». Voilà. Deuxième point, la vision par ordinateur. Alors là, on est en train de dépasser des trucs en termes de vision par ordinateur, qui est juste bluffante. La première chose, vous lui mettez n'importe quel truc écrit à la main, elle vous le transcrit en 2 secondes en informatique. Mais si vous lui mettez vos plans, elle est capable de vous dire si les flux sont optimisés. Elle est capable, à travers un plan, de vous dire combien de temps vous allez mettre à traverser votre bâtiment. Elle est capable de vous dire si vous êtes conforme à une réglementation, si structurellement vous êtes optimisé. Elle est capable de faire des métrés. Elle est capable d'identifier des pathologies avec une précision redoutable et d'identifier par exemple la liste quasi exhaustive des causes possibles d'une pathologie, d'une fissure, d'un problème d'humidité, et donc d'aiguiller vos recherches. Elle est capable de vous dire comment, par exemple à partir juste d'une image de problème d'humidité, quelles sont toutes les causes possibles et comment éliminer certaines causes, très rapidement. Donc vous voyez que tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. Elle est capable sur un chantier de faire l'analyse entre donc votre image de chantier par exemple et la conformité avec le CCTP. Ça c'est des choses que je fais en formation aussi et ça marche très très bien. Voilà. L'autre point sur lequel elle est extrêmement puissante, particulièrement Claude, c'est la partie calcul. Alors pour créer des DPGF, pour créer des plannings notamment de Gantt, pour créer des scénarios ou des décisions multicritères. Alors des décisions multicritères, ça peut être de privilégier un isolant plutôt que l'autre en fonction d'un ensemble de critères. Ça peut être de privilégier une entreprise dans l'analyse des offres. Ça peut être même de choisir un client plutôt qu'un autre ou de choisir une orientation professionnelle plutôt qu'une autre en fonction d'une décision multicritère. Et l'IA est très forte si vous êtes capable de lui définir vos vrais objectifs pour pondérer, créer des pondérations et pour vous aider à hiérarchiser des scénarios. Elle est capable de faire un suivi de budget, bien évidemment pas n'importe comment, mais voilà, de vous accompagner pour faire des ratios d'après vos anciens projets, d'actualiser des bases de prix ou d'actualiser des prix en cours de chantier, de faire de la comptabilité de chantier, tout ça c'est des choses qui deviennent beaucoup plus rapides et faciles avec l'IA. Voilà. Un autre sujet sur lequel l'IA est absolument bluffante. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle d'une IA en particulier. Moi, j'utilise beaucoup Claude pour des raisons à la fois éthiques, qui est l'un de ceux qui protège le mieux les données, et
à l'exception de Mistral, qui est le seul européen, hein, bien évidemment, mais qui malheureusement est quand même beaucoup moins pointu techniquement. Donc moi j'utilise beaucoup Claude pour des raisons éthiques, pour des raisons pragmatiques, c'est que c'est le seul qui fait des documents parfaitement mis en page, avec une façon de fonctionner qui est très différente des autres. Voilà. Par contre, Claude ne fait pas d'images. Le seul, à mon sens, qui fait vraiment de bonnes images, c'est Nano Banana de Gemini, qui peut fonctionner éventuellement, si vous voulez être beaucoup plus précis, avec Firefly qui intègre Nano Banana d'ailleurs. Firefly de Adobe. Voilà. Après, vous avez des logiciels multi-IA, etc. Mais là, sur une introduction, bien évidemment, je ne vais pas vous raconter toute la vie des IA. Si vous avez juste besoin de savoir quelle IA utiliser, moi c'est celle-là que je vous recommanderais pour vous simplifier la vie et pour apprendre assez vite. Donc en génération d'images, on a des recherches esthétiques. Donc ça, pour info, j'étais au colloque des écoles d'archi la semaine dernière et les écoles d'archi font de plus en plus de tests pour voir comment l'IA peut générer une nouvelle façon de concevoir et faire des expérimentations, etc. Donc on a vraiment des recherches conceptuelles, des recherches volumétriques, etc. On a aussi des mises en ambiance, c'est-à-dire que vous avez fait votre rendu, et vous avez fait un rendu de base et vous lui demandez de la mettre avec des personnages, avec des arbres, avec une lumière particulière, avec une ambiance de nuit, enfin voilà, vous pouvez faire un peu tout ça. Elle est capable quand même de faire une insertion très rapide. Alors on va être d'accord, si vous cherchez à mettre votre bâtiment dans une image existante, bon courage. Lui dire quel est le bon volume, quel est le bon endroit, etc., c'est quasi impossible. Par contre, ce qui est très facile, vous prenez n'importe quel outil, PowerPoint, Paint ou Photoshop, vous faites un découpage d'images, vous mettez les deux images l'une sur l'autre, et ensuite vous demandez d'homogénéiser et de faire une image propre, et là vous avez un truc qui est juste bluffant. Voilà, pour résumer. Vous pouvez avoir des tests de couleurs et de matériaux, que ce soit en chantier ou en prévisionnel, pour faire des tests d'ambiance, qui par contre sont tellement bluffants et tellement réalistes que ça en devient dangereux parce que ça fige encore plus que les problèmes qu'on avait sur Archicad. Vous pouvez faire des mood boards, donc des images d'ambiance, des planches tendances, etc. assez rapidement. Des dessins techniques. Écoutez, alors, les dessins techniques, pour info, Yann, on t'entend ? Ah, pardon. Les dessins techniques, pour info, ne se font pas directement dans Gemini, mais vous pouvez utiliser par exemple Claude pour décrire votre dessin technique, ce que vous voulez représenter exactement pour pouvoir arriver dans Nano. Vous pouvez faire des infographies, vous pouvez faire des organigrammes pour expliquer des choses à votre client et vous pouvez faire des insertions paysagères. Voilà, grosso modo. Donc, je vous ai mis en bas qu'elle peut générer des images. Elle permet d'explorer rapidement des intentions visuelles. Par contre, en termes de création, attention, elle n'est pas capable de faire une image en s'assurant qu'elle tient la route. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, elle est capable d'analyser une image pour savoir si elle est structurellement correcte, mais elle n'est pas capable de la produire en étant structurellement correcte. C'est-à-dire que Google ne va pas hésiter à vous créer des jolies images sans aucun poteau. Par contre, si vous analysez l'image et que vous lui demandez est-ce que cette image est structurellement viable, il va vous dire que non. Donc en fait, là on passe sur toute la notion d'autocontrôle qu'on peut faire avec l'IA. C'est-à-dire qu'en création d'images, vraiment, il fait du visuel et il n'est absolument pas capable de comprendre l'architecture. En lecture d'image, il est capable de comprendre l'architecture. Voilà. Alors normalement la conférence est enregistrée si je ne me suis pas loupée pour répondre aux questions que je vois rapidement. Le dernier point, c'est qu'il existe des IA, alors vous en avez qui sont intégrés à Microsoft, vous avez, moi j'utilise Notabot mais vous en avez plusieurs, vous avez le Plode aussi qui permet de faire ces enregistrements directement, vous avez la possibilité de dicter des notes et d'en faire des comptes rendus. C'est la raison pour laquelle j'enregistre là, ça me permettra de mettre à jour moi mes ressources. Voilà. Au niveau des compétences IA, je poursuis un tout petit peu, mais vous avez une récente évolution de Claude qui est Claude Cowork, qui est en train d'ouvrir un champ des possibles juste bluffant, qui permet de programmer des tâches, de faire des mini-applis sans aucun codage, juste avec vous lui donnez la description de ce que vous voulez faire, et vous lui dites à quelle heure vous voulez qu'il le fasse, et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, et en gros, il est capable d'interagir avec vos dossiers d'ordinateur. Il est capable d'interagir avec n'importe quel site internet que vous avez ouvert. Moi, je m'en sers beaucoup, par exemple, pour des recherches sur Keox.
ou pour aller faire des recherches sur GeoRisque ou ce genre de choses. Du coup, il est capable d'aller interagir avec vos mails, il est capable de créer des mails, il est capable de créer des posts LinkedIn pour vous, etc., etc. Alors, je vous ai dit que c'était possible, je l'ai écrit en bas, je vous ai pas dit qu'il fallait le faire. Je vous donne quelques petits exemples malheureux récents. Un codeur qui est un énorme pro de l'IA, qui a voulu faire un transfert de ses données par le biais de Claude, qui a perdu toutes ses données. Un autre expert en IA qui a demandé à l'IA d'optimiser sa démarche commerciale et sa visibilité sur le net et qui lui a donné sa carte bleue et l'IA a payé 450 000 balles de frais de visibilité sur Internet. Comment vous dire, ne lui donnez pas les clés de votre maison. C'est pas une bonne idée. Je voudrais finir avec ces possibilités en vous disant que pour moi, on a un champ des possibles énorme. On a aussi une énorme instabilité. Et pour moi, l'un des gros points de vigilance, c'est, ok, on a un champ des possibles énorme, mais il va falloir apprendre à l'utiliser et à la contrôler. Et donc, il va falloir apprendre à interagir avec elle. C'est vraiment un élément majeur, capable d'interagir correctement avec l'IA. Je voudrais vous donner un point particulier, c'est que la particularité de l'IA par rapport au logiciel dont vous avez l'habitude, c'est vraiment son instabilité. Vous pouvez avoir fait un prompt, vous avez créé un processus qui fonctionne à merveille. Et ça va fonctionner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 97 fois. Et au bout de la 97e fois, vous vous dites « Non mais c'est super, ça marche nickel, c'est bon, j'ai plus besoin de vérifier. » Ben c'est la 98e que ça va se planter. Le gars qui vient de se perdre toutes ses données, c'est ça. Il avait l'habitude de l'utiliser, il lui a fait confiance. Donc, fiabilisez vos processus avant de commencer à vraiment l'utiliser. Claude Cowork, c'est vraiment un truc absolument magique, mais vous ne lui donnez pas accès à un dossier sur votre ordinateur sans en avoir fait une copie avant. Ça paraît basique, mais je vous conseille vraiment de le respecter. Et faites vraiment très très attention à toujours contrôler l'IA et à toujours vérifier ce que vous lui donnez. Un autre exemple très récent, quelqu'un qui a donné la main à l'IA sans lui donner de consignes sur ses publications internet. Et donc c'était un codeur. Et en fait, il s'est mis en désaccord avec l'IA sur les codes. Et l'IA a partagé tous ses désaccords publiquement en lui pourrissant sa réputation. Il lui avait donné la main pour partager sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il faut savoir que vous avez toujours la main sur qu'est-ce que vous l'autorisez à faire, qu'est-ce que vous l'autorisez pas à faire. Choisissez bien. Voilà. Donc ça, c'était pour vous faire un tour d'horizon. Je voudrais vous partager en 2 minutes comment moi j'ai essayé de le décliner en termes d'usage pour un architecte. Donc en fait, je l'ai décliné en 17 guides différents et c'est aussi des formations. En fait, à la base, pour information, c'était des formations et c'est des formations dont j'ai créé des supports pour que ça puisse être reproductible à la maison et c'est devenu des livres. Donc j'en ai fait vraiment des guides, des livres métiers maintenant. Le premier, la plupart d'entre vous l'ont déjà téléchargé. Sinon, je vous renverrai le lien. Je vous redonnerai le lien à la fin. C'est un guide que je donne du coup gratuitement qui permet un peu d'avoir les bases méthodologiques et éthiques et de vraiment savoir comment on se sert de l'IA de base. Le deuxième, c'est vraiment pour avoir une liste. En fait, c'est un peu ce que je vous ai présenté aujourd'hui, pour être honnête. C'est vraiment la base des usages. Le troisième, donc qui est une formation d'une journée également. Le principe, en fait, c'est que l'IA peut vous aider à identifier quelles sont vos forces commerciales, quelle est votre identité d'agence. Et non seulement à définir une charte rédactionnelle que vous pourrez utiliser dans tous vos documents, quelles sont vos plus-values, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous avez envie de vendre, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant. Et ça permet de comprendre également comment est-ce que vous avez envie de vous montrer. Donc elle analyse vos documents, elle analyse vos projets, elle vous pose des questions. Enfin, en fait, c'est moi qui ai bien évidemment créé toutes les questions. En fait, elle pose des questions pour identifier, pour bien comprendre quels sont vos objectifs. Et à partir de ça, elle permet de créer une méthodologie pour définir sa propre stratégie de visibilité et commerciale. Donc elle vérifie votre site internet par rapport à ce que vous avez dit. Est-ce que vous valorisez bien? Est-ce que vous adressez bien à la cible que vous voulez adresser?
Et est-ce que vous passez le bon temps en communication par rapport à ce que vous voulez? Un des points que j'ai levé, c'est qu'en tant qu'architecte, faire un plan d'action commerciale, c'est pas y passer le même temps que pour une multinationale. Et donc, en fait, la première chose que je fais, c'est d'identifier qu'est-ce qu'on veut faire, combien de clients on a besoin, et quelle est notre dispo et quelles sont nos forces pour ça. Et ça donne vraiment des plans d'action commerciaux complètement différents. Sur la dernière formation que j'ai fait, il y en a un qui utilisait LinkedIn, qui arrêtait d'utiliser LinkedIn, qui allait serrer des paluches au maire, et l'autre qui allait serrer des paluches au maire et qui s'est rendu compte que c'était pas là qu'étaient ses clients, et qui du coup s'est mis à utiliser LinkedIn. C'était assez drôle. En fait, ils ont eu la stratégie exactement opposée par rapport à leurs besoins et leurs forces. Voilà. Une déclinaison qui est de se rendre compte que on peut répondre aux appels d'offres avec l'IA. Alors pour info, je vois sur LinkedIn régulièrement des prompts en 10 lignes pour pouvoir faire votre appel d'offres en 30 minutes. Alors croyez-moi que ma méthodologie, elle vous permet pas de le faire en 30 minutes. Par contre, Safia a appliqué un peu de ma méthodologie. Je la vois, Safia. Et du coup, c'est pas gagner du temps, mais c'est plutôt gagner de l'efficacité. Puisqu'en fait, ça nous a permis, quand on a regardé les projets, de mieux se positionner par rapport à ce maître d'ouvrage-là, c'est-à-dire de comprendre quels sont réellement les besoins du maître d'ouvrage, bien mieux que si on n'avait pas utilisé l'IA, de comprendre la pertinence, d'aller vérifier quels seraient les prix marché et de vérifier que notre méthodologie et nos prix sont en cohérence. Vous voyez, de ne pas se planter derrière. Voilà ce que peut permettre l'IA pour moi. Bien évidemment, elle fait aussi votre réponse à appel d'offres dans votre trame, etc. Mais pour moi, c'est pas là qu'elle est pertinente. Voilà. Le cinquième, ça c'est une formation d'une demi-journée, c'est un guide qui est un peu plus petit, c'est sur l'analyse de sites et sur l'analyse des données météo. Donc je voyais quelqu'un qui mettait que les données météo, il pouvait y avoir des fakes. Alors oui, il peut y avoir des fakes, mais si vous mettez les bonnes données, les bons prompts, on a quand même des choses qui sont assez fiables, je trouve. En tout cas, dans ce que je perçois. Alors je redis, c'est fiable 97% du temps, et il reste toujours les 3%, quoi que vous fassiez, qui seront pas fiables. Voilà, je vous dirai jamais que l'IA est fiable à 100%. Néanmoins, moi je trouve très intéressant d'utiliser l'IA pour aller chercher des risques et pour prendre en compte le site d'une manière où on n'aurait pas pu le faire sans elle. Et ben après, pour aller chercher GeoRisque, le PLU, etc., elle est capable de le faire en 3 minutes. Pourquoi est-ce que nous, on irait s'emmerder à aller sur tous les sites? Pardon, je suis vulgaire, mais voilà. Donc ça, c'est pour optimiser tout ce qui peut être directement fait de manière automatique et donc en faire quelque chose qui nous permet la création. Ensuite, j'ai créé une formation et un guide qui permet d'identifier la conception pas à pas. Alors, dans la conception pas à pas, j'utilise le fait d'éventuellement tester les recherches volumétriques et les recherches d'images avec l'IA. J'utilise le fait de se poser la question de comment on optimise un projet et de comment est-ce qu'on challenge un projet. Voilà. Le guide 7, c'est sur les images. Donc, je vous ai dit un peu tout à l'heure tout ce qu'on pouvait faire avec les images. Je vais pas vous en reparler. L'application 8, c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme pathologie. En fait, quand on identifie une fissure, un problème d'humidité, l'IA est capable vraiment de nous aider à faire une investigation très rapide ou longue. Et je trouve très intéressant du coup d'aller voir les déclinaisons de tout ça et de voir aussi comment on veut l'exporter à la fin. Donc avec des analyses plus ou moins longues, plus ou moins approfondies et surtout avec des demandes d'études complémentaires et avec aussi du coup l'IA qui est capable de nous faire le cahier des charges pour l'étude complémentaire, bien évidemment. C'est quand même pas mal. Voilà. Le chiffrage avec l'IA en projet neuf et rénovation, de voir comment on peut alors déjà identifier ce qui va nous péter à la figure sur le projet. Je prends un exemple en ce moment, l'IA est capable de vous dire en introduction, si vous utilisez le processus que j'ai proposé, qu'en ce moment, on risque de se prendre une augmentation très forte du prix du métal, et que donc il faut l'anticiper dans nos chiffrages. Peut-être si vous êtes à Toulouse, en fait, c'est que vous avez un gros projet, le métro fait que ce sera un petit peu plus cher. Vous voyez, donc une petite analyse de conjoncture, une analyse de la situation spécifique qui fait que peut-être vos prix habituels vont pas fonctionner. On l'a appliqué, par exemple, sur des projets à La Réunion, pour voir sur quelle période on risque de se trouver pour voir si on va être bloqué par les douanes ou pas. Pour voir, par exemple, quand on a des bâtiments qui sont loin des ravitaillements, les surcoûts, avec des précisions assez redoutables. Ou, par exemple, un bâtiment à l'île de Ré et sans possibilité d'approvisionnement, le fait d'avoir des douanes de péage liées au pont. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qui vont impacter énormément un chiffrage. Et l'IA est capable de nous l'identifier dès le départ, à condition d'utiliser bien évidemment les bonnes questions.
Ensuite, elle est capable de nous aider à faire un DPGF à partir de plans, à partir de photos. Il faut bien évidemment lui donner les bonnes données. Et elle est capable, à chaque étape, d'analyser pourquoi notre projet il est en train de déraper. Est-ce que c'est des choix architecturaux qu'on a fait? Est-ce que c'est des choses qu'on n'avait pas maîtrisées, qu'on aurait dû voir? Ou est-ce que c'est des demandes du client? Donc, pour pouvoir faire, vous avez les fameux ajustements qu'on doit annoncer au client, pour pouvoir lui annoncer et documenter et argumenter ces débordements. Voilà. Ensuite, on peut faire un CCTP avec l'IA. Alors, j'en ai beaucoup qui, sur ma formation des bases, essayent de faire un CCTP en 3 minutes chrono. Non. Non. Il y a toute une méthodologie pour faire un CCTP avec l'IA qui passe par une vision transversale et qui passe par le fait de faire une ossature de CCTP, de vérifier la cohérence. Et en fait, la méthodologie que j'ai développée là-dessus, elle passe sur le fait d'identifier notamment les interfaces très rapidement et donc de bien développer les interfaces. Ensuite, vous avez la possibilité de comparer les offres avec l'IA. Alors, je parle de comparer les offres, mais c'est aussi tout ce qu'on fait quand on analyse les offres, c'est-à-dire de vérifier la stabilité des entreprises, de vérifier les prix, de vérifier l'offre la plus basse. Voilà. Gérer le chantier. Donc, sur le chantier, ce que vous allez pouvoir faire avec l'IA, c'est faire des comptes rendus de chantier. C'est vérifier par des photos la conformité. Ça va être donc d'enregistrer vos réunions. Ça va être de vérifier la suivi du planning, d'appliquer des pénalités de retard, de faire de la comptabilité de chantier. Enfin, vous voyez un peu toutes ces étapes-là. Alors l'AMO, je détaille pas, mais en gros, c'est toutes les étapes pour faire un programme technique détaillé et pour faire l'analyse d'un projet architectural. Et les dernières, qui me semblent assez intéressantes aussi, la 14, c'est sur les relations humaines. Alors ça peut être très surprenant d'utiliser l'IA pour les relations humaines, mais moi je trouve super intéressant d'essayer de comprendre par exemple les blocages qu'on a avec une entreprise sur un chantier. Et en fait d'utiliser l'IA pour comprendre les besoins qui se cachent derrière un conflit. Alors je précise, on n'a pas le droit d'utiliser l'IA pour comprendre les émotions des autres, ça s'appelle de la manipulation et c'est totalement interdit par l'IA Act. Donc ce que je propose, c'est pas de la manipulation, hein, on est d'accord, c'est de la compréhension des besoins, ce qui est totalement différent. Voilà. Mais en tout cas, ça permet en tout cas de vraiment aider dans les relations. Et c'est basé, pour info, sur les jeux de rôle que j'ai pu faire avec la Dynamo, pour ceux qui ont fait la Dynamo avec moi. Les deux suivants, donc gestion d'agence, c'est pour identifier quels sont les projets les plus rentables. Et pour choisir... Safia qui me met dommage, ok. Du coup... gestion d'agence, l'idée c'est d'identifier les projets que vous avez aujourd'hui. Est-ce qu'ils correspondent bien à vos valeurs? Est-ce qu'ils correspondent bien à ce qui vous fait plaisir? Et est-ce que vous perdez du temps dessus? Et donc de voir et de choisir le panel pour peut-être réorienter l'agence. Donc c'est un peu basé sur la comptabilité analytique, sur la gestion, sur les choix stratégiques. C'est tout un outil d'aide au positionnement qui a été développé pour ça. Et le dernier, la gestion administrative et aide juridique. Alors là, premier point, c'est le tri des mails. Voilà. Deuxième point, c'est le devoir de conseil, pour résumer. Et c'est tous les courriers que qu'on va devoir faire, notamment en chantier, etc. C'est dès qu'on a une problématique, comment est-ce que l'IA peut nous aider à identifier la problématique, à faire un compte rendu, à préparer un courrier qui nous permet d'éviter les contentieux au maximum. Et la dernière, qui ne concerne pas spécifiquement les architectes, mais qui est pour les formateurs. Étant donné que je fais beaucoup de formations avec les architectes, pour les architectes, j'ai pas pu m'empêcher de créer une méthodologie de formation, donc tant qu'à faire, je l'ai créée, voilà. Voilà, grosso modo, un peu, moi, tout ce que je vois comme usage et comment je les décline avec l'IA. Donc, du coup, j'ai créé ces livres-là. Pour info, soit il y a les formations qui vont, soit je les vends aussi. Et maintenant, j'ai créé un abonnement pour ceux qui veulent les avoir, puisqu'en fait, quand vous les achetez à l'unité, vous n'avez pas les mises à jour, alors que ceux qui prennent l'abonnement ont toutes les mises à jour au fur et à mesure, parce que ça bouge quand même assez vite, et surtout qu'à chaque formation, je fais des mises à jour. Voilà, pour résumer. Alors, du coup, je vous ai présenté un petit peu les usages et le potentiel. Je vais reprendre mon souffle 2 secondes, parce qu'excusez-moi, je parle vite et je vous bombarde. Et je voudrais finir avant les questions-réponses par « alors on fonce ». Et j'ai quand même envie de vous dire, même si vous comprenez mon enthousiasme, pas vraiment. Il y a quand même des points de vigilance à ne pas oublier. Alors, le pas vraiment, j'aimerais vraiment que, avec tout le potentiel que je viens de vous donner,
vous puissiez vraiment relire le guide des bases que je vous ai envoyé, ou en tout cas ceux qui l'ont pas, je vous redonne le lien dans 2 minutes, rappelez-le moi si je le fais pas, qui propose une démarche pour vous protéger. Il est gratuit, donc voilà, hein, allez-y. Mais il y a vraiment des points de vigilance, il y a des éléments à mettre dans le contrat. N'utilisez pas l'IA n'importe comment, s'il vous plaît. C'est vraiment pour ça que je voulais faire ce webinaire. Et je voudrais... Donc, je ne peux pas vous donner la méthode en 1 heure. C'est pas possible. Je la donne sur la formation des bases ou dans le guide gratuit. Néanmoins, je voudrais juste vous rappeler le cadre réglementaire pour les architectes. Le cadre réglementaire et éthique. Et donc, les obligations qu'on a. Et aussi ce que ça va changer pour nous. Une première question, avant même de parler de nos 10 commandements d'architecte, c'est est-ce que l'IA, c'est un gain de temps ou est-ce que c'est un gain d'expertise? Je vous l'ai posé tout à l'heure, moi je crois que ça ne doit pas être un gain de temps. Je crois que ça doit d'abord être un gain d'expertise. Et c'est vraiment là-dessus que je vous invite à méditer. Si vous prenez mon guide des bases, j'ai fait une espèce de fiche pour vous poser la question, est-ce que j'utilise l'IA ou pas? N'utilisez pas l'IA pour tout, et surtout ne l'utilisez pas trop vite, trop loin. Ma recommandation que vous trouverez dans le guide des bases, c'est de commencer par des autocontrôles. Les autocontrôles vont vous faire gagner en expertise et vont vous faire comprendre comment fonctionne l'IA. Voilà. Ne commencez pas par produire un CCTP, de grâce. Parce que si vous cherchez à automatiser un CCTP, vous allez vous foirer. Voilà. Et une autre question, c'est OK, avec l'IA, vous allez forcément gagner du temps. Vous allez forcément automatiser, même si vous cherchez du gain d'expertise. Mais qu'est-ce que vous en faites? L'IA va faire toutes les tâches rébarbatives. Enfin, si vous utilisez l'IA à fond, l'IA va très rapidement faire toutes les tâches rébarbatives. Croyez-moi, mon expérience, on peut vite finir en burn-out. Parce qu'en fait, quand on traite de la base de données, quand on va lire un texte réglementaire, c'est quelque chose qui est reposant pour notre cerveau. Quand on prend une décision suite à une recherche IA, et du coup, à chaque fois qu'on le relit l'IA, on prend des décisions, c'est entre 10 et 50 fois plus mobilisant pour le cerveau que de juste faire une recherche documentaire. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'avec exactement le même temps passé, vous n'avez pas la même charge cognitive. Imaginons aujourd'hui que tous les architectes décident de réduire le temps de projet et continuent à facturer au prix de l'heure. Déjà, on va avoir un problème pour croûter très rapidement parce qu'il n'y aura plus assez de projets pour tout le monde. Mais très rapidement, on va se retrouver avec 10 projets au lieu d'un, au même prix. Et là, je vous dis, on part tous en burn-out demain. Donc attention, si vous changez vos modalités de travail parce que vous travaillez avec l'IA, à garder les mêmes forfaits, ou en tout cas à questionner votre modèle économique avant qu'il soit trop tard. Et faites attention à chaque fois que vous allez utiliser l'IA à faire des pauses et à la charge cognitive. Je vous assure que ça va très vite. Donc, c'est un gros point de vigilance que sur lequel je voudrais attirer votre attention. Voilà. Je continue avant les questions-réponses sur donc les quelques textes qui me semblent importants. Donc, je vous ai mis, on a quelques textes majeurs. On a la RGPD, dont je vais vous parler dans 2 minutes. Et on a l'IA Act qui a été proposé en 2021, qui est en cours d'adoption, avec un gros passage très bientôt, donc qui est prévu le 2 août 2026, où les hauts risques vont devenir conformes. Donc je vais vous en parler dans 2 minutes, avec une application concrète et définitive qui sera en 2027. Donc vous voyez que la réglementation sur l'IA est en train d'arriver. C'est ça que je vais vous développer dans 2 minutes. Mais aujourd'hui, on a quand même déjà la RGPD qui nous contraint. Et bien évidemment, en tant qu'architecte, on a notre code déontologique. Les quelques textes qui, pour moi, sont fondateurs là-dessus. On a une question sur l'IA Act, donc qui va s'appliquer. L'IA Act parle d'approche par les risques, interdit ou limité minimal. On a la notion de GPAI, vous pourrez regarder un peu plus en détail, avec des hauts risques, conformité, documentation, traçabilité. Donc ça, c'est une réglementation européenne. Notamment, bien évidemment, c'est en train de nous dire que si vous travaillez sur un marché public avec des questions de souveraineté nationale, eh ben, vous n'avez pas le droit d'utiliser les données sur un truc américain. Vous êtes obligé de prendre une IA qui s'engage à avoir vos données en Europe. Bon, autrement dit, vous prenez Mistral ou une IA locale. Hein. Voilà. La RGPD.
La RGPD, c'est un texte qui dit que vous n'avez droit de récupérer les données que le strict minimum dont vous avez besoin pour travailler et qu'il doit y avoir un droit d'effaçabilité. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait décliquer tout à l'heure l'amélioration des modèles, puisqu'en fait, il faut impérativement, si vous utilisez des données d'un client dans l'IA, que vous puissiez les supprimer. Et si vous n'avez pas décliqué le truc, vous ne pouvez plus le faire, donc vous êtes non conforme. Voilà. La notion de droit d'auteur, donc je vais en reparler après. Il y a quand même une vraie problématique, puisqu'en tant qu'architecte, on a cette notion de droit d'auteur, mais qu'on ne peut pas avoir des droits d'auteur sur quelque chose, une production uniquement de l'IA. Donc si vous n'êtes pas capable de prouver que vous êtes bien à l'origine du projet, vous n'avez pas de droit d'auteur sur votre bâtiment. Ce qui est un peu important. Sécurité et ingérence, vous avez pas mal d'articles qui ont été publiés par la DGSI, donc le ministère de l'Intérieur, qui montrent qu'on a quand même des gros risques d'espionnage, d'espionnage industriel par le biais des IA, et donc qui propose de privilégier les IA souveraines, donc notamment Mistral. Je vous ai dit que je ne l'utilisais pas, mais en théorie, si on voulait privilégier la souveraineté nationale, il faudrait largement privilégier ça. Et vous avez la CNIL qui parle aussi de tout ce qui est modèle open source, etc. et qui nous demande de vérifier la base légale avant d'envoyer des données à l'IA. Donc, est-ce que vous avez le droit et la traçabilité? Donc, je vais vous expliquer comment tout ça, ça va se renforcer. Voilà. Ce doit être un accord avec les syndicats pour qu'il n'y ait pas de dumping d'honoraires par des confrères. Oui, sur la base des honoraires, je suis d'accord avec toi, Zegna, qu'il va y avoir vraiment un élément majeur. Donc, les 10 commandements que j'aurais envie de vous proposer, donc ce sont les miens, hein, mais je me suis écrit mes 10 commandements de l'architecte qui utilise l'IA. Le premier, ça va être le consentement. Je vais vous expliquer dans le détail dans 2 minutes, je vous les présente et j'y reviens. La confidentialité, la transparence, la responsabilité, le contrôle humain, la traçabilité, le contrôle, il y a autre chose, excusez-moi, mais bref, je reprendrai après. Source, donc la fiabilité des sources, l'assurance et la formation. Alors, je vous détaille en 2 minutes. Le consentement. Alors, je vous ai mis à chaque fois, vous voyez, mon thème. Vous avez les 2 éléments de vos obligations et dessous, si vous voulez plus de détails, je vous ai mis les textes et vous pourrez aller rechercher pour avoir plus d'infos. Consentement. Il y a vraiment une base légale qui nous dit que pour utiliser les données d'un client dans l'IA, on doit obtenir son consentement. C'est une obligation éthique et légale. Voilà. Donc, c'est la RGPD et la CNIL qui nous l'impose. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas utiliser l'IA normalement sans informer votre client. Deuxième chose, confidentialité. La RGPD et maintenant la DGSI qui s'en rajoute un petit peu, nous impose une certaine confidentialité des données de notre client. Donc nous impose, je vous disais, la possibilité de supprimer les données. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on les met dans un serveur américain, ça pose question. Donc en fait, je vous ai mis ici, on a une notion de sous-traitance, c'est-à-dire qu'il faut vérifier les contrats. Alors, grosso modo, Claude est à peu près conforme. Je vous dis à peu près parce que, en fait, il garde quand même les données pendant 1 mois. Mais comme il y a une suppression des données, par rapport à la RGPD, pour un client particulier, quand on n'a pas de contraintes spécifiques, on est couvert, on peut utiliser Claude et on peut utiliser ChatGPT aussi, hein, pour info, par rapport à la base. Mais néanmoins, en fait, vous êtes censé relire tous les contrats pour vérifier qu'ils sont conformes à la RGPD. Et vous êtes, en fait, à partir du moment où vous utilisez une IA, ça devient votre sous-traitant. Et vous devez donc vérifier la fameuse Data Processing Agreement, DPA, que vous êtes censé vérifier. Bon, je vous dis, sur les IA principales, je les ai vérifiées. Mistral, bien évidemment, c'est bon aussi. Gemini pose plus de problèmes quand il n'est pas dans une version pro-entreprise. En version pro-entreprise, il est bon, mais si vous l'utilisez vous-même en version pro, qui n'est pas une version particulière intra-entreprise, ça pose franchement problème. Donc, anonymiser ou chiffrer les données avant tout usage. Alors, je vais être honnête avec vous. Ça, je vous dis qu'il faut le faire. Par contre, pour l'appliquer, bon courage. Moi, j'essaie de mettre du blanco, l'IA voit à travers. Sur les PDF, elle est capable de vous ressortir les noms que vous avez effacés dans le PDF. Bon courage pour anonymiser vos données. Hein. Amusez-vous bien. Mais en théorie, il faut les anonymiser. Ne pas transmettre des données sensibles à des services externes. Donc, c'est là qu'on va quand même se poser la question de sur quel bâtiment je travaille.
Si vous travaillez sur une gendarmerie, si vous travaillez sur un hôpital, si vous travaillez sur des zones à données sensibles, de grâce, n'utilisez pas une IA externe. Vous ne pouvez utiliser qu'un LLM installé sur un ordinateur interne. Ça, c'est vraiment important. Tout ce qui peut compromettre la confidentialité. Transparence. Vous devez informer votre client de l'utilisation de l'IA dans la conception ou l'analyse. Cette divulgation est qualifiée d'acte de transparence professionnelle. Donc c'est vraiment devenu une obligation réglementaire. Et c'est-à-dire qu'on peut vous reprocher de ne pas l'avoir fait. C'est pour ça que dans le guide que je vous ai transmis, vous pourrez trouver un petit texte de proposition d'ajout. Je l'ai fait valider à l'oral par la MAF, il n'a pas été validé par écrit, machin, hein, c'est pas tout un processus. Mais néanmoins, ça vous permet quand même de vous border en attendant qu'on ait mieux par l'ordre. Voilà. Responsabilité et contrôle humain. Pour moi, il y a, donc, je l'ai mis 2 fois, mais vous allez voir qu'il y a 2 éléments. Le premier, c'est que toutes les recommandations de l'IA doivent être validées. N'utilisez pas l'IA si vous n'êtes pas capable de la vérifier. Vous gardez bien évidemment la responsabilité professionnelle. Vous ne serez pas assuré pour les conneries de l'IA. Et ça fait partie, bien évidemment, de l'IA Act et de toute la déontologie qu'on a vis-à-vis de l'ordre. Traçabilité. Alors, pourquoi je vous parle de traçabilité? Parce qu'en fait, je vous ai dit qu'une œuvre produite par l'IA, il n'y a pas de droit d'auteur. Donc, si vous ne gardez pas vos étapes intermédiaires, vous n'avez pas de droit d'auteur sur les bâtiments que vous avez créés en utilisant l'IA. C'est pas anodin. Du coup, ça c'est la suite, c'était sur les droits d'auteur. Voilà, voilà. Bref, un élément complémentaire, c'est le respect des données sources. Alors sachez qu'on a déjà des confrères qui se sont fait accuser de plagiat. Alors imaginons, vous demandez à l'IA de vous créer une image qui copie l'esthétique de Tadao Ando. Eh bien, vous venez de plagier Tadao Ando. Alors bien évidemment, vous n'allez pas être aussi... Enfin, j'espère que vous n'êtes pas aussi bête pour aller faire ça. Mais en l'occurrence, les confrères qui se sont retrouvés accusés de plagiat, ils avaient décrit une médiathèque qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à une médiathèque existante, sauf qu'ils ne le savaient pas, et que en fait l'IA a copié, en fait elle a juste modifié une médiathèque existante pour mettre l'image sur leur projet, sur leur site. Et en fait, ils se sont retrouvés à créer un bâtiment qui était quasiment une copie conforme du bâtiment initial, sans le savoir. Alors, quand je suis allée au colloque à l'école d'archi, on m'a expliqué que c'était totalement impossible. Alors moi, je veux bien croire que ce soit totalement impossible. En théorie, c'est pas possible, puisque l'IA recompose à partir de bout, sauf que c'est arrivé. Donc, c'est pas possible, mais c'est arrivé. Voilà. Je sais pas vous expliquer comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Normalement, clairement, hein, par rapport au fonctionnement de l'IA, vous ne devriez pas avoir une recopie d'un texte intégral. C'est quasiment impossible. Sauf si vous avez configuré des données d'entraînement spécifiques. Enfin voilà, là il y a dû y avoir un bug. En tout cas, il est quand même important de vous assurer que les données que vous partagez sont des données que vous avez le droit de partager. Et que vous n'utilisez pas des choses soumises au droit d'auteur et que vous n'en faites pas une copie. Et ça arrive. En fait, ça arrive que l'IA reprenne des bouts de choses soumises à des droits d'auteur avec des protections. Donc voilà. Et donc, je vous ai dit, donc du coup, la responsabilité des sources, le deuxième élément, c'est la fiabilité des sources. L'IA est capable de vous inventer quand même pas mal de données, donc il va bien évidemment falloir les vérifier. L'assurance, alors là, je vous le pose comme une obligation professionnelle, on sait tous qu'on doit être assuré, sauf qu'aujourd'hui, la MAF, elle ne nous explique pas encore très bien comment on s'assure sur les parties gérées par l'IA. Et ça va être un des sujets, je pense. Zenia, je te vois qui est pas mal avec l'UNSFA, et je pense que c'est une vraie réflexion que l'UNSFA va avoir avec la MAF de comment est-ce qu'on est assuré quand on utilise l'IA. Voilà. Et le dernier point, la formation. Alors, c'est pas forcément venir vous former avec moi, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais que vous choisissiez d'utiliser l'IA ou pas au sein de votre agence, il va falloir que vous formiez vos collaborateurs à votre éthique et à votre façon d'utiliser l'IA. N'imaginez pas que vous pouvez interdire à des collaborateurs d'utiliser l'IA. C'est impossible. Donc, il va falloir leur expliquer les risques, il va falloir faire de la pédagogie. C'est ça que c'est de ça dont je vous parle quand je vous parle de formation. Voilà. Donc, si je dois résumer comment moi je vois l'IA, je vois l'IA comme un stagiaire. Je vous parle d'un stagiaire parce que le stagiaire,
c'est celui qui est capable de peut-être travailler très très vite si vous lui donnez les bonnes infos. Mais vous oubliez une donnée et il est plus capable de travailler correctement. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le stagiaire, ça ne vous viendrait pas à l'idée de lui donner quelque chose sans le corriger. Pour moi, l'IA sera toujours un stagiaire. J'aime bien parler aussi de l'IA comme un collaborateur challenger extrêmement puissant. Le collaborateur qui va vous pousser à aller plus loin, qui va vous permettre d'aller chercher les infos et de disposer d'infos dans l'état d'esprit que vous êtes fixé au départ. Je vous ai mis, mais elle est aussi un miroir déformant de votre propre méthodologie. Si vous êtes mauvais sans l'IA, vous risquez d'être bien plus mauvais encore avec l'IA. Si vous réfléchissez pas, vous allez réfléchir encore moins avec l'IA. Si vous réfléchissez, l'IA peut vous aider à réfléchir encore bien mieux et bien plus. Et j'insiste sur un point quand je parle du miroir déformant. De plus en plus, vous allez avoir des clients qui vous ont dit « Oui, mais l'IA m'a dit que… » Alors l'IA, grosso modo, vous donne toujours raison. Donc l'IA vous a dit que, elle vous a confirmé que tu pensais que. Et c'est vachement important. Quels que soient les prompts, quelle que soit la méthodologie que vous utilisez, l'IA